Bienvenue à vous dans Inarrêtable, le podcast anniversaire des 10 ans de la Fondation des femmes. Le Grenelle des violences conjugales, c'était en 2019. Mais derrière les promesses, rien n'a changé. Quel rôle a joué les célébrités, les artistes ? Dans cet épisode, je reçois Muriel Robin avec Anne-Cécile Maillefer. Muriel est la marraine de la Fondation des femmes. Muriel, Anne-Cécile, on se retrouve avec plaisir pour cette soirée d'anniversaire. Oui, bonsoir. Je crois qu'on va échanger les cadeaux. Déjà ? Ah bah dès le début. Ah oui, anniversaire. Dès le C'est début, notre Muriel. anniversaire, Tu Muriel. l'as fait la première ? Allez, Allez, tiens, vas-y, Muriel. regarde ce que... J'ai trouvé ça pour les 10 ans de la Fondation des le femmes. tien est plus gros que le mien. Ah, mais c'est dans un cadre. si je ne m'abuse, docteur, m'abuse. C'est beaucoup trop maligne. Ça, c'est un sacré souvenir pour moi. C'est pas rien. Hein. Ça, c'est pas... On m'aurait dit un jour que je serais... que là, cette photo existerait. J'aurais dit jamais. Jamais, parce que j'attaque tout de suite. Non, mais c'est parce que Vas-y, tout de vas-y. suite, ça m'évoque, parce que l'engagement comme ça, jusqu'à être porte-parole d'une certaine manière, donc d'être en avant, enfin de pouvoir oser prendre la parole devant des gens pour un peu leur dire des choses essentielles. Enfin, il n'y a pas de cas, quoi. Il n'y a pas de cas. Et pourtant, cette photo existe. Donc ça veut dire que dans la vie, on peut être porté par quelque chose. Et ça dit toujours qu'il y a ce qu'on choisit de faire dans la vie, et aussi ce que la vie met en place pour vous, et en écoutant ces émotions et qui emmènent là, et moi je suis, enfin on va peut-être en parler plus en Ouais, détail on va en après, parler, je sais ouais. pas, mais enfin, en tout cas c'est une émotion qui m'amène à ceci, et à un moment il y a cette photo qui est incroyable. Donc Anne-Cécile tombe à pic Regarde. avec ce cadeau. Ça, c'est du coup, on est place de la République. Moi, je suis là, mais j'ai été coupée. Oui, coupé au montage. Je suis là. à côté de toi. Je retrouverai une photo de toi, je la mettrai là. T'inquiète. Je la collerai à côté. Mais donc là, c'est place de la Puis à côté, je République. mettrai Brad Pitt. Je Et mettrai... c'est vrai que voilà, Muriel qui harangue les foules Ouais. avec les pancartes et les places de la République et les slogans et les mégaphones. On n'aurait pas forcément dit, mais tout à fait. Et d'ailleurs, elle était, c'était une journée où il y avait ta détermination et T'es porté voilà, par c'est- quelque chose. on quoi. était tous et toutes Comme portés comme ensemble et toutes du les coup, personnes qui étaient là, de toute façon. il y avait toi qui étais là et qui était vraiment. Mhm. Il y a une énergie de dingue. C'était 2019. Oui. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de plus. C'est tous les ans affreux, hein, mais en 2019, il y a beaucoup plus de féminicides que les années précédentes. Et au fil des mois, on se rapproche de familles de victimes de féminicides, dont Lucien. Bon, Lucien. Et on en a parlé, voilà. Et du coup, ensemble, on décide de cette mobilisation Place de la République, avec un appel qui s'appelle Protégez-les, qui est en une du Parisien, je crois, à l'époque. Et ce rassemblement, donc il y a plusieurs milliers de personnes qui nous retrouvent Place de la République, et on demande un Grenelle des violences conjugales, et on est en juin-juillet 2019, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, il y a... mais c'est vrai que c'est une des rares fois où tu as fait ça. Seul. Voilà, tu as petite estrade, on est vraiment avec les petites pancartes fabriquées, et voilà, et Muriel harangue vraiment, explique du fond du incroyable. cœur. Il y a Yael Naïm aussi qui nous rejoint et qui fait a cappella une chanson sublime. Exact. Et il y avait ce soleil aussi. Et... Oui, puis les gens sont venus. Ouais. Enfin, c'était un moment incroyable et de rassemblement et de force, réunies pour la même cause. Et toujours cette chose dont on va parler et dont on est obligé de parler de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus c'est de plus en plus terrible. Donc, en tout cas, l'engagement, c'est quelque chose, on en parlera peut-être aussi. Tout ce que je vais dire, on en parlera après. Oui, on Et comme ça, je vais tout parler après, mais ailleurs. c'est le podcast de la Oui, répétition. mais ailleurs qu'ici, j'en parlerai ailleurs, j'en parlerai après, mais ailleurs. Plus tard. Mais en plus, là, tu vois, ce jour-là, tu avais aussi les familles de victimes qui étaient là. Ouais, je me souviens. Il y avait vraiment une émotion quand même. Ouais. Quand on parle de féminicide, on parle d'un sujet qui est le plus dramatique, évidemment, d'entre tous. Et il y avait les associations qui étaient derrière, avec nous. Les familles de victimes, les victimes, et puis n'importe qui, des citoyens, citoyennes qui étaient là. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une émotion particulière. Oui, vraiment. Ah, J'ai commencé à le déballer. Oui, Muriel, Je sais plus ce que vous je fais. déballez votre Je propre sais cadeau. plus. qu'est-ce que c'est? C'est pas un cadre. Si c'en est un, tu l'as bien abîmé déjà. Il est tout bon, très cadre mou. Ah, Jacqueline Sauvage, oui, bah je me oui, devais, je me forcément. devais. Parce Ah que tout ouais. part de là.
Tout part de Jacqueline là. Sauvage, Ouais, ouais. je voulais juste que ça s'arrête. Ouais. Et du coup, ça, c'est son histoire. C'est son histoire. Ah, La waouh. pauvre Jacqueline. Mm. Qui n'est plus Avant là. justement de parler, Muriel, de ces déclics, moi j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'entre vous deux, au-delà de l'histoire, il y a une histoire de deal. C'est-à-dire que vous êtes là, l'une pour l'autre, quoi qu'il arrive. Oui, on pourrait Dans dire ce comme combat ça, féministe. d'ailleurs. On pourrait dire comme ça. Mais comme il s'agit pas d'être là l'une pour l'autre, Ouais. il s'agit d'être là pour Pour la elle, cause. pour la cause. Et en tout cas, me concernant, moi, je suis là, Anne-Cécile le sait, je lui dis, je suis là si tu as besoin de moi. On voit très bien ce que je peux apporter, d'ailleurs, ce qui a été le cas, à la suite d'ailleurs de ce téléfilm sur Jacqueline Sauvage, ma notoriété qui fait que si certaines personnes à rencontrer, ça peut aider, ça peut donner une force à un propos, enfin, on voit ce que ça peut apporter. C'est pas à moi de le voir, mais d'autres peuvent le voir. Donc je dis, si tu as besoin, je suis là. Voilà, je suis là parce que je fais pas, voilà. Mais il faut ça, il faut le travail des associations, il faut, voilà. Et moi, j'apporte aussi ce que je peux à ce travail phénoménal qu'il y a à faire pour cette cause. Ouais, C'est alors, vrai que depuis notre rencontre, tu vois, c'était dans un café à Paris, Oui. place du Châtelet. Et en fait, moi, je te connaissais pas du tout. Mais tu es dans ce café et avec une autre personne d'ailleurs. Mhm. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, parce que tu viens de faire ce documentaire, pas ce documentaire, ce téléfilm sur Jacqueline Sauvage qui a eu un succès extraordinaire. Jacqueline Sauvage, si on peut le rappeler juste 2 secondes, elle tue son mari suite à des années de violence conjugale et il y a ce procès et elle est condamnée. Alors que, au vu de tout ce qu'elle a subi, il est fort probable qu'on soit plutôt sur un cas de légitime défense que sur un cas de meurtre de sang-froid. Et elle est pourtant condamnée. Et donc, il y a toute une mobilisation ensuite pour demander sa grâce qui adviendra. Et suite à ce téléfilm, toi, tu prends encore plus conscience de ce sujet et tu te dis qu'est-ce que je peux faire de plus et on se rend compte dans ce cadre-là et moi je te connaissais pas, enfin je connaissais la Muriel Robin humoriste comme tout le monde, mais je te connaissais pas du tout avec cette détermination et c'est vrai qu'en fait ça m'a un peu ébahie parce que on commence à discuter et Muriel me dit Anne-Cécile, moi de toute façon je veux faire ce qu'il faut, donc si jamais je dois m'accrocher aux grilles de la place Vendôme du ministère de la Justice, je m'accrocherai aux grilles de la place Vendôme. Et je me suis dit, OK, je vais pas lui demander de faire ça quand même. Mais bon, OK, j'ai compris, tu vas être là et tu seras là pour, voilà. Mais j'ai tout de suite, vraiment, dès la première rencontre, j'ai vu une personne totalement habitée par ce combat et avec une détermination et et un engagement qui n'a pas arrêté depuis 2019. Donc, ça fait quand même un nombre d'années. Et effectivement, tu es toujours. Quand je te propose des actions à mener pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis là avec mon pied qui a été, je sais même pas ce qu'il y a là-dessous. Alors. Donc toi, tu viens en soirée, aux anniversaires et tout, avec le pied dans le plat. Avec une sorte de pied bandé, enfin, avec un code barre au pied. Et Muriel, cette détermination avant Jacqueline Sauvage, avant le téléfilm, cette détermination, elle était inhérente, elle était en sommeil? Non, j'étais complètement, peut-être un peu moins, allez, mais j'ai pas vu le dossier. J'étais comme, je dirais, la majeure partie des gens, quoi. C'est-à-dire qu'on disait, bon, les femmes, d'ailleurs, on n'employait pas tellement le mot de féminicide, mais enfin, les femmes tuées par leurs compagnons, c'est avec les chiens écrasés. Ou des crimes passionnels, Ou enfin, à en tout cas, l'époque. c'était 3 lignes dans un truc. Enfin, en gros, tout le monde s'en foutait. Ça n'existait pas. Et j'ai très bien vécu comme ça. Alors, je m'intéressais aux autres choses, hein. J'ai toujours été, ce qui arrive à l'autre me percute de toute façon. Vous avez une empathie. Depuis toujours, j'ai une empathie naturelle. Mais ça, franchement, ça m'avait échappé. Et Jacqueline Sauvage, déjà, elle, ce procès, et bien sûr, encore plus, le fait de faire ce téléfilm. Parce que je suis devenue un peu Jacqueline Sauvage, d'abord. Et même si c'était en faux, il a bien fallu un moment, dans un film, on tourne les scènes, non pas dans un ordre chronologique, mais par décor. Parce qu'on imagine bien, on rentre dans un décor, on y reste, puis après on va ailleurs. Sinon, on serait sans arrêt en train de faire et ça coûterait beaucoup d'argent. Et donc, la semaine où on a tourné dans la maison, où se passent toutes les scènes de violence, c'est une semaine, je pense qu'aucun de nous qui était présent ne l'oubliera.
Parce que même quand il me tire sur la moquette, Olivier Marchal, il faut qu'on voit les jambes. Donc il faut bien que mes genoux soient en contact avec la moquette. Quand on est tiré par les bras et ça fait des bleus et qu'on a cette violence-là, quand on la vit, j'ai été très secouée. Enfin, il y a eu beaucoup, encore une fois, en faux, mais il y avait des silences après les prises. Les femmes souvent pleuraient, certains hommes aussi. Il y avait des silences qui étaient très très fortes, inoubliables, comme en communion avec Jacqueline et avec toutes ces femmes. Donc ça laisse pas indemne. Et donc quand on a été en promo, quoi, pour parler du film, tous les journalistes me disaient: qu'est-ce que vous allez faire? Et je disais: écoutez, alors je sais pas ce que je vais faire, mais c'est que je sais là tout de suite, c'est que vous pouvez faire quelque chose. Parce que la puissance, le vecteur média. Vous avez un rôle à jouer. Et j'ai dit ça à tous les journalistes. Et le JDD m'a écouté. Et un dimanche, j'achète le JDD, première page, et 6 pages à l'intérieur. Et plus jamais on parlera des femmes battues de la même manière. C'est fini. Ça y est, on en parle. Ça y est, c'est fou. On se prend tous ça, ça y est, c'est plus le téléfilm qui a été vu par plus de 8 millions de personnes. Enfin voilà, il se passe un truc. Ouais. Et donc, on monte dans des micros, ben voilà, je me retrouve engagée dans mon émotion. Donc, évidemment qu'une émotion, elle reste. Comment une émotion comme ça peut-elle ne pas rester intacte? Évidemment, elle est intacte tout le temps. Dès qu'elle c'est tout le temps. Mais on ne peut pas faire pour tout, mais bon, en l'occurrence, c'est ça. Et ça ne me quittera pas. Ça ne me quittera pas. À ce moment-là, vous pensez à l'artiste que vous êtes. On sait ce que sont les artistes engagés. Parfois, ça porte un peu moins dans une carrière. Où vous êtes à un moment donné dans votre carrière où vous vous dites « je peux m'engager et je m'en moque ». J'ai toujours été libre. Je suis une femme libre, très libre. J'ai dit que que je vivais avec une femme quand il ne fallait pas le dire. C'était au détriment de mon métier. J'ai payé très cher parce que j'ai pas travaillé. Parce qu'on fait pas entre une hétéro et une homo, on prend l'hétéro. À mettre dans les bras d'un homme, c'est plus simple. En fait, moi, pour mon métier, j'ai fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire. J'ai dit que les gens qui avaient abandonné Annie Girardot étaient des gens que s'ils me proposaient un film, je ne tournerais pas avec eux, que je voulais même pas leur serrer la main. Et je sais exactement qui ils sont. J'ai dit ce que je pensais. Et je me suis engagée. Et s'engager pour faire ce métier, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais oui, parce que c'est pas la première fois que tu t'engages. C'est la première fois que tu t'engages plus sur les violences faites aux Oui, mais femmes j'ai eu spécifiquement, mais l'occasion, tu t'es déjà engagé beaucoup sur la cause. Oui, j'étais beaucoup avec les enfoirés, j'avais un rôle important. Et en tout cas, c'est pas le sujet. C'est beaucoup plus important pour moi, ma vie de citoyenne, que ma vie d'artiste. Parce qu'une vie sauvée vaudra. Enfin, j'ai pas de réflexion à avoir là-dessus. Ça ne. Et si j'en avais une, je sais que ça. Mais bon, que je travaille moins. C'est ce qui s'est passé, effectivement. J'ai pas eu la carrière. Je pense que si j'avais été plus dans les lignes, plus ceci, je sais tout ce qu'il faut faire. Je le vois très bien. J'ai fait l'inverse. Bon, mais j'ai été libre. Dans son côté libre, par exemple, il y a des trucs qui m'ont fait toujours sourire. C'est, on s'était vu, je crois que je sais plus, c'est 2020 ou 2021. Entre autres, il y a évidemment le Covid. Et puis, de toute façon, la Fondation des femmes, nous, on documente régulièrement les besoins des femmes victimes de violences et en face, les moyens qui sont apportés. Donc, on réalise un rapport qui s'appelle « Où est l'argent pour les droits des femmes ?» ou « Où est l'argent contre les violences faites aux femmes ?» ou « Où est l'argent pour l'hébergement d'urgence ?» etc. Et je me souviens, donc régulièrement, on se voit avec Muriel, je lui explique ce qu'on est en train de faire, les besoins qu'on a, nos revendications, c'est-à-dire, voilà, nos constats. Là, il faudrait ci, il faudrait... Et je me souviens de Muriel qui dit « Ok, j'envoie un texto à Emmanuel Macron tout de suite. » Elle envoie un texto, elle l'engueule. Il faudrait faire beaucoup plus pour les victimes de violences conjugales, tu fais pas ce qu'il faut, etc. Et voilà, ça, c'est des choses où je pense que c'est ton authenticité aussi. Enfin, les choses, voilà, sont... Moi, j'ai toujours trouvé que Muriel était extrêmement sincère, extrêmement engagée, prête à, voilà, s'il faut solliciter des contacts qu'elle a pour faire avancer la cause, même si c'est le président de la République, elle le fait, elle n'hésite pas une seconde. Surtout si c'est le président. C'est plutôt utiliser, en fait, et c'est grâce à des personnalités comme Muriel qu'on peut faire ça. Moi, j'ai pas accès, j'ai pas le 06 d'Emmanuel Macron, très clairement. Donc,
En fait, le fait d'avoir, à côté de nous, des personnalités comme Muriel Robin, qui ont, elles, évidemment, de par leur statut de très grande artiste en France, elle a évidemment accès à des sphères auxquelles nous, on n'a pas accès. Ça nous permet aussi de faire passer des messages. Et aussi, c'est vrai que nous, on peut faire des mobilisations, des pétitions, des manifestations, mais si en plus, en quelque sorte, les responsables politiques sont dérangés sur leur téléphone, en plus par des personnes qu'ils estiment, ça double. Ça ne veut pas dire qu'il faut que l'un ou que l'autre, mais en fait, si on y va tout ensemble, et si toutes les femmes ou toutes les personnes qui sont sensibles à la cause des femmes peuvent ensemble faire pression de la manière, la manière qu'ils peuvent, c'est comme ça, en mêlant les énergies, qu'on peut réussir à faire avancer les choses. Et de fait, on a réussi à faire avancer certaines choses. Tu parles de la violence faite aux enfants. Et c'est vrai que là, on parle d'un sujet beaucoup plus large. C'est la violence intrafamiliale. On a le sentiment aussi que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que ce sont deux problèmes de fond qu'il faut, pardonnez-moi, mais travailler en parallèle. C'est la même logique, effectivement. C'est comment... en gros, le patriarcat romain, au sens du patriarcat un peu originel, c'est le droit du citoyen romain de vie ou de mort sur ses femmes, ses enfants et ses esclaves. Donc oui, on vient de là. Donc il y a cette idée que le père, d'ailleurs c'est depuis les années 70, que l'autorité parentale n'est plus l'autorité paternelle. Donc ça a été un combat féministe déjà que les mères qui portent et accouchent des enfants aient quand même un peu de droit sur l'enfant, que ce soit pas que le père. Et aujourd'hui, on est encore dans ces réminiscences-là. Donc il y a dans beaucoup de foyers, il y a toujours cette idée de l'autorité paternelle. L'autorité, c'est le père qui décide. Et puis, l'écrasement des plus faibles, des plus vulnérables. L'écrasement, pour se sentir bien chez soi, il faut que on apprend aux garçons à être l'homme qui va tout contrôler et tout dominer, y compris les enfants. Et la violence sexuelle est une forme d'écrasement, une forme de démonstration de sa force et de sa domination et de sa toute-puissance. Je fais ce que je veux de toi, y compris sexuellement. Donc ça, c'est la même logique, effectivement. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants procèdent de cette logique-là de domination. Muriel, vous voyez l'évolution de la société sur ces deux sujets-là, particulièrement depuis plusieurs décennies? Moi, je suis horrifiée par ce qui se passe. Je suis horrifiée. J'ai l'impression qu'on soulève, là où on soulève le voile, les chiffres sont... D'ailleurs, je m'y cogne pas beaucoup parce que je peux pas. Je suis hypersensible et je peux pas. Mais vraiment, quoi, c'est-à-dire que je vais rester couchée. Ça me questionne trop. J'ai des questions sans réponse. Je vois pas où est la solution. J'y crois plus. J'ai plus d'espoir. J'ai plus rien. Je regarde les hommes et je me dis attends, mais rien. Enfin, donc au milieu de tout ça, et je pense aussi à tous ces hommes qui sont des hommes vraiment bien fréquentables et centrés, etc. Et qui ont aussi d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera ça aussi plus tard ou tout de suite, mais que je trouve d'ailleurs assez peu. Je trouverais assez. Enfin, comment vivent-ils ça? Il y a quelqu'un que je connais très bien, pas du tout, je dis n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vais au marché une fois par semaine, faire mes courses, je vous raconter mes recettes. Je fais mes courses pour toute la semaine. Bref, et il y a un des vendeurs de légumes. Voilà, là où j'achète les produits. Bref, et qui part 2 mois. Quand il part 2 mois. Il part en Thaïlande. Je rentre à la maison, je dis à Anne, voilà ce qu'ils ont fabriqué les hommes. C'est que cet homme que j'aime beaucoup, vraiment, jamais il y a rien qui m'a traversé l'esprit. Je lui dis, part en Thaïlande, qu'est-ce qu'il va faire en Thaïlande? Et ça lui a mis une ombre sur le... Il ne le sait pas, je ne le regarde plus pareil. Parce qu'il voulait exprimer? Non. Non, mais c'est... Non, mais comme maintenant... C'est à tous les coins de rue, c'est partout. C'est-à-dire riches, que les pauvres, partout. On a l'impression que... Vous nous dites que vous avez une suspicion, c'est ça? Pas une suspicion. Je me suis dit, et si un homme seul qui part en Thaïlande, mais bien sûr qu'il va visiter, etc. Et c'est-à-dire que tout ça pour en revenir à tous ceux qui ne sont... Mais qu'est-ce qui me fait affirmer que j'ai pas raison aussi? Rien. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut suspecter tous les hommes? Non. Mais pour en revenir à votre question, il y a tellement, les chiffres là, c'est tellement 3 enfants sur 30 dans une classe, donc là 4 sur 10, là 6 sur 9, là 8 sur 4. Enfin, c'est un truc de dingue en ce moment. On se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? En tout cas, la part de l'éducation, on le sait maintenant, oui, est absolument centrale. Il y a peut-être aussi un truc avec ce chromosome Y, on ne sait pas de quoi il est. Enfin, en tout cas.
Pour en revenir aux hommes, ça serait formidable s'ils se sentaient plus, pas menacés, mais plus embêtés, quoi, par ce qui se passe. Bon, Ouais. et qu'ils aient une sorte qu'ils veuillent porter une parole, qu'ils disent: «Attendez, on est avec vous parce que nous, on veut pas être mis dans ce truc-là». Oui, mais Depuis, plus que depuis l'affaire moi, je Pellico, un pense peu que plus peut-être. moi, ce que j'attends d'eux, c'est pas juste qu'ils se disent nous, on veut pas être mis avec les autres, parce que ça, ce serait une manière quelque part de continuer à être très autocentré. C'est vrai que Au moment où je l'ai dit, je me suis dit: «C'est pas la bonne formule». c'est plus je me rends compte de ce qu'il arrive à d'autres humains, Oui, qui sont les femmes, ouais. les humaines, les femmes, les enfants, Mmh. et j'aimerais participer à faire en sorte que ça ne leur arrive plus. Et donc, effectivement, en tant Oui, c'est qu'homme, ça, il y a c'est une ça. responsabilité de former la génération suivante et ou de parler à ses collègues aussi du même âge et autour d'eux. Ça, c'est des choses qu'ils peuvent tout à fait faire. Mais il y a une espèce de... Je sais, la puissance, la force de la camaraderie, Solidarité. solidarité qui est quand même... Voilà, il faut que... Ils sont ensemble, c'est vraiment... ils sont ensemble. Et pour nous, on va pas y arriver s'il n'y a pas une désolidarisation plus forte, en fait. Parce que s'ils restent comme ça, soudés, On groupés est foutus. et soudés, voilà, avec ceux qui nous font du mal, c'est ça Ça va qui être nous très arrive compliqué. d'ailleurs en ce moment, c'est ça va être qu'on très voit compliqué. qu'il y a une espèce de backlash, de Oui. retour en arrière, de retour de bâton, des masculinistes, etc., qui font entre ceux qui sont violents déjà de base dans les familles, etc., et ceux qui maintenant posent un discours quasiment politique et idéologique sur la violence faite aux femmes ou sur les inégalités, en essayant de nous raconter qu'en fait, c'est comme ça que la société elle marche bien, c'est quand il y a des inégalités, c'est comme ça que les femmes elles se sentent bien, c'est quand il y a des violences, etc. Donc, on est quand même dans un délire total. Et puis, tu sais, ils vont jusqu'à se dire que ce serait quand même mieux si on n'avait pas le droit de vote, et ce serait quand même mieux si Oui, on bien faisait moins sûr. d'études, comme ça, peut-être qu'on serait Oui, d'accord bien pour sûr. épouser n'importe qui. Donc, il y a cette idéologie masculiniste maintenant aujourd'hui. Et c'est vrai que, enfin, moi, je trouve ça fou qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui aillent justement, qui aillent parler aux autres hommes, qui aillent parler aux hommes. Mais Parce que nous, justement, on est t'as un pas peu l'impression que fatigués depuis de l'affaire parler aux hommes, là. Pellico, il y a plus d'hommes qui prennent la parole, plus d'hommes qui... Moi, pas du tout. Mais je Pas peux tant pas que très ça. au fait de... Non. Il y a pas... Il y a eu, il y a avec pas... il y a MeToo, pas... il y a eu aussi un petit peu quand même des hommes qui ont un peu réalisé, ils disaient, ah, mince, mais en fait, je me rends compte que ma copine, que ma cousine, que ma sœur, que ma mère, parce que comme la parole s'est libérée un peu plus, on s'est rendu compte que les violences sexuelles et violences faites aux femmes, c'était pas que dans quelques femmes dans des familles ou des endroits très loin, etc. Non, c'est très proche, c'est ses voisins, c'est sa famille, etc. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai entendu pas mal d'hommes quand même tout d'un coup se dire, ah, bah merde, putain, mais qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai senti ça un peu à ce moment-là. Avec Pellico, j'ai plus entendu des hommes dire attention, il faut pas tous nous mettre dans le même sac. Je dis Donc, en fait, encore une désolé, fois, mais non. essentialisé. Non, c'est pas essentialisé, c'est que comme si leur énergie, en fait, ils ont un peu leur énergie, c'était d'essayer de sauver leur réputation, on va dire. Alors que moi, ce que j'aurais aimé, c'est que leur énergie serve à nous rejoindre dans notre combat et vraiment faire une désolidarisation quoi, entre les hommes et dire typiquement dénoncer la pornographie. Parce que ça, c'est une espèce de machine à violence, enfin une promotion de la violence sexuelle qui est quand même dingue hein, quand on voit ce que c'est la pornographie aujourd'hui. Dénoncer ça, dénoncer les violences sexuelles, dénoncer les violences faites aux enfants, nous rejoindre de manière beaucoup plus nombreuse dans les manifestations, signer nos pétitions, faire des dons à la Fondation des femmes. Il y a plein de trucs qu'ils peuvent faire pour nous rejoindre et nous aider dans notre combat, parce que c'est vrai que des fois, on se sent un peu seul, quoi. Comment ça se passe au sein de la Fondation, toi, Anne-Cécile? Tu essayes d'engager des hommes, pardon, c'est un peu simplet ce que je viens de dire, mais... Nous, on est mixte, hein, donc on ferme la porte à aucun homme. On essaye de faire des événements et des choses qui sont tout à fait accessibles, qu'on soit femme ou homme. Tu vois, des concerts, des courses solidaires. D'ailleurs, la course solidaire qui s'appelle la Nuit des Relais, il y a beaucoup d'hommes. Il doit y avoir entre 35 et 40% d'hommes, ce qui est énorme hein, pour un événement contre les violences faites aux femmes. On a aussi un concours d'éloquence avec que des discours sur les droits des femmes qui sont très beaux. Et là, c'est pareil, il y a beaucoup d'hommes dans le... Donc, nous, on essaye de faire des formats qui puissent être accessibles au plus grand nombre et évidemment les hommes, parce que les violences faites aux femmes, c'est d'abord et avant tout une affaire d'hommes. Donc, il faut évidemment les sensibiliser et les toucher. Mais après, je vois bien qu'il y a une limite. En fait, on est la fondation des femmes, même si c'est des femmes et des hommes qui les soutiennent, c'est quand même la fondation des femmes. On est plutôt des femmes, etc. Donc, il y a un moment donné où, moi, j'ai beau avoir tous les meilleurs arguments du monde,
les hommes verront quand même que c'est une femme qui leur parle. Alors que si ce sont des hommes qui s'adressent aux hommes, là, ils n'écoutent pas de la même manière. Parce que, voilà, ce sont des comme eux. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. En fait, si c'est un homme qui dit « Moi, en tant qu'homme, je vous dis, ça suffit, en fait. Enfin, arrêtons, en fait, de maltraiter la moitié de l'humanité, qui est d'ailleurs la majorité de l'humanité. Mais parce que 51-52%, on est la majorité. Et donc, voilà. Et ça, c'est des choses qu'ils pourraient faire. Mais ça leur apporte quand même, dans une certaine mesure, un certain privilège. Je crois que c'est aussi pour ça qu'ils ont du mal à complètement se désolidariser des violences, même les plus quotidiennes et les plus banales, parce que, voilà, dans une certaine mesure, ça leur apporte aussi une stature, même le côté un peu dangereux. Voilà, des fois, ils aiment bien un petit peu garder cette idée que le fait qu'ils fassent un petit peu peur parfois, ça leur permet aussi de pouvoir rouler un peu des mécaniques. Vous partagez ça, Muriel ? Oui. Le fait d'être un peu craint, de mettre la distance ? Oui, quand même. Tu vois, dans la relation de boulot, par exemple. Je ne connais pas ça, moi, mais... Vous avez travaillé en équipe, vous avez travaillé avec des hommes, des femmes. Oui, peu. En fait, peu. Mais oui. Mais non, j'ai eu la chance, j'ai pas trop... j'ai pas été trop confrontée à ça. Et si je l'avais été, de toute façon, et si j'avais pu noter quelque chose qui m'aurait gênée, j'aurais mis des mots dessus et j'aurais arrêté ce qu'on était en train de faire immédiatement. Donc non, mais je vois de quoi on parle, évidemment. On parlera dans l'épisode avec Julie Gaillet de MeToo, évidemment. Peut-être juste un mot, parce que vous avez connu les plateaux de tournage et vous allez encore en connaître. Vous avez connu l'ambiance même, des plateaux de tournage même de séries ou au théâtre. Voilà, le rapport homme-femme dans le milieu artistique. Vraiment, quand je dis très peu, j'ai très peu tourné, moi, mais vraiment. Donc, et si je pense dans la série dans laquelle je suis, le réalisateur, c'est-à-dire qu'il je pense qu'il est plus féminin que nous trois réunis. Donc là, je viens de faire un téléfilm où certainement ça va m'embarquer encore sur autre chose, puisque c'est une femme qui décide d'arrêter de boire. Et comme j'ai été alcoolique pendant 30 ans, donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je connais bien. Pareil, j'étais avec un réalisateur pareil. Donc j'ai choisi jusqu'à maintenant les gens avec qui j'ai travaillé et j'ai pas vu ce rapport de force. Et encore une fois, si je l'avais vu vraiment sous mes yeux, je l'aurais pointé et j'aurais demandé à ce que la personne soit changée. Je ne serais pas restée. J'ai cette possibilité. Parce que non, j'ai un rôle, quand je suis dans quelque chose à plusieurs, j'ai quand même un rôle un peu. Je ne suis pas la patronne, mais je suis quand même un rôle un peu important. Et je l'aurais pointé et j'aurais. Et s'il avait fallu changer la personne, et si on n'avait pas changé la personne, j'aurais mis fin à... J'arrête un film au milieu s'il le faut, pour quelqu'un qui c'est-à-dire que... Donc j'ai pas ce problème. J'ai pas. Et est-ce que aussi les gens qui sont avec moi le sentent, parce qu'on sent bien quand même que on se dit celle-là, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi dans l'inconscient des hommes avec qui j'ai pu travailler, qui m'ont dit, c'est tous un très très bon souvenir. J'ai pas vu ça. Moi. Ça vous... Pardon, mais totalement sur le cul, quand vous entendez des acteurs, des réalisateurs, des entourages d'acteurs, en l'occurrence, ou de chanteurs, en tout cas d'artistes, des personnalités avec des auras particulières pendant des décennies, et donc l'entourage qui disait « oui, on savait » ou « c'était cette personne-là, c'est pas grave ». Ça, c'est impossible, quoi. Moi, je sais, j'interviens tout de suite. Enfin, je le dis. Il faut que ça se sache. Je ne peux pas être la seule à savoir. Mais ça, c'est vrai que c'est assez rare parce qu'il y a dans beaucoup de situations, je pense que c'est à la fois ton caractère sûrement aussi le fait que, comme ta réussite, elle tient quand même beaucoup à toi. C'est toi qui écris tes textes, c'est toi qui fais tes spectacles, etc. Donc, quelque part, tu as une très grande indépendance, pas qu'une indépendance d'esprit, mais aussi une indépendance réelle, une indépendance matérielle qui fait que si tu dis... Je dis stop.
si tu dis, voilà. Puis on sait que je peux arrêter, voilà. que la vie est plus importante. Moi. Voilà, stop, ciao, je fais autre chose. Et Quand même, je pense que c'est ce qui fait que j'étais. Mais les gens, ils ont peur de ça, je pense. J'aurais beaucoup aimé, entre guillemets. Mais quel dommage que ce soit pas. Chaque fois que j'entends ça, je me dis quel dommage que j'ai pas été là. Quoi. Ouais. Ah oui, parce que alors là, ça allait se passer autrement. Ouais. Ça, c'est sûr que moi, j'en aurais pas. Savoir et ne pas. Ça, c'est une d'ailleurs. Alors, je ne le juge pas pour autant. Parce que c'est trop compliqué. On peut on y met en jeu son métier, sa carrière. Donc, on a peut-être une famille, on a peut-être une femme seule, etc., etc. Donc, je dis, si on peut le faire, faut-il être encore en mesure pour le faire. Et comme moi, j'étais en mesure de le faire, c'est vrai que j'aurais bien, si j'avais été là, parfois, je me dis, là, ça serait peut-être pas passé comme ça. Mais tu as raison, je pense qu'il y a vraiment ce truc de se dire, et c'est pour ça que moi, j'ai aussi une adresse aux hommes, c'est qu'ils sont souvent plus en capacité de dire stop. Parce que souvent aussi, beaucoup de femmes sont dans des postes plutôt subalternes parce que elles sont plus dépendantes de plein de manières différentes, donc elles sont un peu plus bloquées. Donc c'est sûr que il y a une responsabilité supplémentaire aux personnes et tout particulièrement du coup aux hommes qui sont plus souvent dans ces situations-là, d'autonomie, d'indépendance, de pouvoir dire au mec, tu déconnes. Ça se passe pas sur mon plateau, ça. Et ça, un homme qui dit ça à un autre homme, c'est beaucoup plus fort que évidemment la maquilleuse. On comprend bien pourquoi elle peut pas à ce moment-là dire un truc parce qu'elle est complètement, elle peut rien dire. Il y a aucun espace. Mais toi, tu as quand même vraiment cette c'est fou d'ailleurs pour une artiste de ta renommée avec le succès que tu as. On a l'impression que quelque part c'est pas grave si on t'aime pas. Tu vois, t'es pas à la recherche de la validation constante par tout le monde. Tu vois, tu traces ta route. Je suis passée par là, je me souviens bien que je voulais être universelle. Enfin, cela dit, ça n'existe pas. Et puis non, enfin, en tout cas, dans ces situations, ça ne me traverse pas l'esprit. Donc, pourquoi tu veux ne pas être aimé par tout le monde? Non, mais je veux dire, parce que tu sais dire stop, tu sais dire non, tu sais tracer ta route. Effectivement, il y a des gens que ça peut. Je peux ça te gêne, c'est pas grave, tu sors. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pas. Oui, je ne me suis pas assise, moi, dans ma vie, à la table, parce qu'il y avait une personne à la table, et je ne m'assois pas. Est-ce que cette entièreté-là, elle n'est pas due aussi à votre hypersensibilité? De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas mentir, vous pouvez pas... Non, absolument. Ouais. Mais moi, j'ai tout le temps été comme ça, même plus jeune. Je me souviens à l'école aussi, un justicier en moi, mais dingue, quoi. J'ai un Zorro, j'ai un chevalier, j'ai une petite mère Teresa. Enfin, il y a pas mal de monde quand même qui sont là-dedans. Et en même temps, il y a une fille qui s'appelle Muriel, même Mumu. Personnalité multiple. Moi, je suis restée à l'âge de 8 ans, donc je suis un peu encombrée avec tous ces gens. Non, j'ai toujours été comme ça. Alors, est-ce que le mot convient bien? Mais c'est un mot qu'on n'emploie plus, mais quand même, je crois qu'il roule bien. Moi, je l'aime beaucoup, ce mot. J'aime beaucoup le mot honneur. Et l'honneur, c'est quelque chose de... C'est dommage qu'il soit désuet, ce mot. Oui, mais c'est pas par hasard. Il est désuet, mais parce qu'aujourd'hui... mais l'honneur, c'est quelque chose, soit avec soi. Et effectivement, moi, je trouve... Par honneur, je me revois, par exemple, je pense à une fois, mais il y en a eu tellement où je me suis pas assis à une table parce qu'il y avait une personne et j'ai dit c'est elle ou moi. Et j'ai dit pourquoi. Voilà. J'ai dit tu sors ou sinon moi je m'en vais. Sauf que là je suis un peu chez moi. C'était un endroit où j'allais plus que cette personne-là. En tout cas, dans les valeurs, il y a l'honneur, mais aussi la fidélité à la Fondation des femmes. C'est vrai que ça se fait depuis 2019. Et encore là, récemment, avec Nos Voix pour Toutes, ça a été aussi un moment où j'étais un peu appelée à la ressource, Muriel! Que vous avez co-animé avec Anne. Oui, absolument. Mais l'histoire du show, c'est que... Donc, on a Emmanuel Grégoire, d'ailleurs, à la base, donc il y a longtemps, avant qu'il soit maire de Paris, qui me dit, voilà, si tu veux, moi, je trouve que ce serait formidable qu'il y ait un grand concert de la Fondation des femmes. La ville de Paris, elle est propriétaire en fait des salles de spectacle qui sont gérées ensuite par des entreprises, mais donc elle a des dates qu'elle peut réserver. Et donc moi j'aimerais bien qu'il y ait un concert sur les droits des femmes. Et si tu souhaites l'organiser avec la Fondation des femmes, on peut faire en sorte que du coup la salle soit à un prix réduit. Ce serait très bien pour les droits des femmes. Là-dessus, je me dis, waouh, opportunité extraordinaire. Mais attends, faire un concert dans une salle de 5 à 6 000 personnes, on n'a jamais fait. Comment on va faire ce truc? Et on galère à trouver le bon producteur, la bonne productrice pour nous accompagner dans ce spectacle. Parce que
Faire un spectacle multi-artiste avec 30 ou 40 personnalités comme on le fait là, c'est il n'y avait pas que 10 artistes. Hein. Vraiment, c'était énorme. C'est une machine énorme. Plus filmé, retransmis à la télé, parce que donc après, il y a TF1 qui nous a suivis, etc. Et donc, à un moment donné, je suis un peu débordée par le truc et je me dis, OK, là, il faut que j'appelle une de mes anges gardiennes. Donc, j'appelle Muriel. Je dis, bon, Muriel, il faut que tu m'aides. On a cette opportunité incroyable. On a une salle. On a cette salle, voilà, Adidas Arena. On peut faire un concert dedans. Mais je sais pas par quelle boule prendre, j'arrive pas à trouver les bons partenaires. Les partenaires, les producteurs, en fait, des gens qui font ça. Mais t'inquiète, je t'arrange le truc. Non, mais moi, pour le coup, je suis dedans depuis 40 ans, donc évidemment, je connais 2 garçons qui font depuis 40 ans, qui produisent des shows comme ça à la télé, avec encore plus de monde que là, et donc c'est le métier, tant mieux, voilà, ça sert à ça, mais bon. Et le costume de l'animatrice, vous l'avez endossé facilement? Moi, j'endosse pas mal de costumes. Je suis un 4x4, moi, donc on me dit animatrice, on m'aurait dit danseuse classique. Winne Rolls. Donc elle anime avec Anne, donc c'est avec ta compagne. C'est très, on fait ça tous et nous on s'était dit que ce serait vraiment super en plus d'avoir voilà ce couple de femmes qui animent le concert Nos Voix pour toutes, c'est hyper symbolique, c'est hyper important. Et donc t'animes. Et en plus, tu nous as aidé à monter tout le spectacle. Et c'est vous qui avez fait le travail. Et puis encore, je salue vraiment mes amis, puisqu'on en parle, parce qu'ils ont fait avec vous, bien sûr, mais ils ont fait un travail, c'est leur métier, mais enfin, ils ont fait un travail. Après, les concerts ont existé dans de très bonnes conditions et ça restait à faire. Il y avait une ambiance de folie. Folie dans la. Et ce moment, tu t'en souviens où il y a 2 ans, Caroline Darian, qui est voilà la fille de Gisèle Pellico, elle est montée sur scène et c'était juste après le procès, je crois. Elle monte. En fait, elle devait de toute façon être là parce qu'on l'avait invitée. Elle a cette association qui s'appelle M'endors pas contre la soumission chimique. Donc, elle fait partie des associations évidemment invitées au concert. Et nous, on se dit, mais en fait, le procès vient de se finir. Il faut qu'elle monte sur scène, qu'elle dise un mot. Donc, c'est le jour même, on fait changer ton script et hop, et elle monte sur scène avec toi. Et tu t'en souviens, la salle se lève et acclame et Caroline et Gisèle Pellico. Et là, les gens avaient les larmes. Oui, c'était très fort. Très, très fort. Moi, ces 2 concerts sont tout le temps avec une sorte de tension, mais belle. Une sorte de comme ça c'est plein quoi, c'est plein tout le temps, c'est pas un truc on fait on écoute une chanson machin. On est toutes là et on sent un truc, c'est très très particulier. C'est pour ça que vraiment il faut vraiment assister, parce qu'il va y en avoir d'autres, il faut vraiment assister à ces concerts parce qu'ils ne ressemblent à aucun autre concert, c'est bien au-delà d'un concert. Chaque chanson a du sens, chaque chanteuse a du sens. Oui, et puis on a vraiment sorti les artistes aussi de leur ego, c'est-à-dire que personne n'a chanté leur chanson, enfin exactement. On était vraiment sur... Et puis maintenant qu'on a de plus en plus de chiffres, on peut se dire que chacune qui est dans la salle est concernée par un proche. Voilà, j'allais vous le dire. Chacun, sachant ça de l'autre et des autres, tout d'un coup on vit quelque chose de... On est en plein dans le sujet ensemble, quoi. Il y a quelque chose de... encore une fois, de... plein quoi comme ça, et plein de beau, et aussi de l'horreur de ce pourquoi on est là, mais de beau aussi. J'allais y revenir à pour moi ce point d'orgue, vraiment ce moment où avec Anne, effectivement, vous demandez aux personnes présentes dans la salle, dans le public, de se manifester s'ils ont été victimes de violences. Est-ce que vous l'avez préparé ce moment? Est-ce que vous l'avez écrit? C'est écrit. C'est écrit. On l'a préparé, on sait qu'on va le dire, quoi. Vous avez hésité ou non? C'était non, pas du tout. Si ça n'avait pas été écrit, j'aurais adoré avoir l'idée. Moi, il n'est pas rare dans la vie, par exemple, que depuis très longtemps, parce que moi, j'ai été violée aussi, et puis j'ai aussi, j'ai été tripatouillée, quoi, quand j'étais et violée, parce que j'ai pris conscience de mon viol il y a très très peu de temps, en fait. Et en plus, devant un micro, lors d'une émission de télé. C'est dingue. Je ne sais pas à quel moment ça arrive. Tout d'un coup, on parlait de l'alcoolisme, etc. Et tout d'un coup, j'ai eu... Tac. T'as compris. J'ai vu, parce que j'avais une scène que qui s'arrêtait. J'avais que la partie du corps. Et cette scène-là, puisque je devais avoir 11 ans ou 12 ans quand c'est arrivé, 10 ans. Oui, c'est ça. Non. Moins de 11 ans, puisque moins de 11 ans. Et ce jour-là, pendant qu'on parlait de l'alcoolisme, tac, je vois le corps entier. Pour la première fois, et je vois
J'ai dit, mon Dieu, Vous n'étiez pas en thérapie, hein, vous étiez sur un non, plateau j'étais en télé. train de parler avec Marina Karankos, ouais, on parlait de l'alcool et je dis, tiens, passage, tiens, voilà. Donc, du coup, j'ai annoncé mon viol comme ça à l'émission. Tout ça pour dire que, mais malgré ça, j'ai un curé qui m'a tripoté, enfin, j'ai eu, voilà. Et très souvent, je demandais, quand on était plusieurs, je disais, est-ce qu'il y en a qui ont été tripatouilles, machin. Je faisais ça, de demander, et je voyais à chaque fois qu'il n'y avait pas qu'une main qui se levait, hein, quand il y en avait beaucoup, trop. Votre parole, votre témoignage est important, pardon, je m'y arrête juste quelques secondes. Est-ce que, et toi, Anne-Cécile, si tu pourras répondre aussi, est-ce qu'on peut expliquer à celles et ceux qui vont nous écouter ce phénomène-là? C'est-à-dire, là, vous nous dites, là... c'est pour ça que j'en parle, en fait. Voilà, l'amnésie traumatique. Voilà. Mais le redire encore et encore, parce que souvent, il y a des suspicions de elle s'en souvient que là, ou il était temps. Et même s'il n'y a pas de suspicion, moi, avant que ça m'arrive, parce qu'effectivement ça m'est arrivé, il n'y avait pas de suspicion, mais je me disais, mais comment ça marche, quoi, le truc? J'y crois pas. Alors, on croit à la personne, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? On a quand même, parce qu'il faut l'avoir vécu pour se dire, ah oui, d'accord, sauf que là, tout le monde ne connaît pas ça. Ben, moi, je l'ai connu. Et encore une fois, j'étais pas en direct, mais il y a les caméras qui filment à ce moment-là. Donc, ça existe bien. C'est-à-dire que moi, peut-être que ça va être plus lisible d'ailleurs, parce que j'ai quand même, donc je me répète, j'ai une image, je suis appuyée contre un poteau dans un garage. D'accord? Avec 3 garçons. J'ai ça. Donc, je sais qu'on s'embrasse sur la bouche, ça c'est sûr. Bon, déjà, c'est un peu tôt puisqu'on a quitté cet endroit, j'avais 11 ans. Donc, c'est avant mes 11 ans. Et à 12 ans, je faisais 1m70. Donc, je suis grande, je me défends, mais ils sont grands aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, en parlant, paf, je vois le reste de l'image? En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et je ne mentais pas, je ne le savais pas avant, et ça revient 60 ans après. 60 ans. Donc, pourquoi c'est jamais apparu? En tout cas, un moment, il y a un mot, un moment, quelque chose dans mon corps, la chimie, je ne sais pas, qui fait que, clac, je les vois, c'est fini. Terminé. Ouais, l'amnésie traumatique, c'est ce qui permet aussi au cerveau c'est un réflexe de protection. À la base, ça permet au cerveau, quand c'est des souvenirs qui sont trop difficiles, le cerveau va les mettre dans va faire en sorte qu'on les oublie. Mais ils sont toujours là en réalité. Et c'est vrai que ça peut être, comme tu le dis très bien, ça peut être une odeur, ça peut être un moment, ça peut être une personne, ça peut être un nom, ça peut être une lumière, un endroit qui fait que tout d'un coup, la mémoire est plus forte en fait, ça va ressortir. Ou alors, c'est aussi peut-être parce qu'on est prêt que le cerveau relâche quelque chose. Mais même si c'est un réflexe de protection, l'amnésie traumatique, en réalité, comme ça nous est vraiment arrivé, on peut avoir pendant toute une vie ou pendant plusieurs années des conséquences très négatives. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais on va avoir typiquement des conduites addictives, des conduites à risque. Je sais pourquoi je bois et je fume depuis... J'ai commencé à boire et à fumer à l'âge de 12 ans quand même. Ça a peut-être un petit rapport. Peut-être un petit rapport quand même. Je suis pas psy, mais... quand même, à 14 ans, je fume mon paquet par jour et je rentre dans les cafés pour boire. Je commence là. Donc, je comprends, c'est fini. Je comprends plein de choses, même sur ma vie, amoureuse, etc. Enfin, bref, c'est bien sûr que ça explique. Sauf qu'on ne le sait pas. On ne peut pas savoir. Mais bon, alors, en tout cas, ça a quand même un impact négatif, même s'il y a un couvercle dessus. Et donc, même si c'est pour se protéger, en réalité, ça nous met en danger aussi parce qu'on n'est pas en capacité de comprendre ce qui nous arrive, vu qu'on l'a occulté. Et donc, le fait de libérer ce souvenir, même si c'est douloureux, la libération, c'est ça qui peut nous permettre aussi de soigner, parce que moi, je suis une fervente défenseuse de la reconstruction post-traumatique, donc je crois, et je l'ai vécu aussi, c'est possible d'aller mieux après les violences. Et pour ça, par contre, c'est sûr qu'il faut passer par la phase « ça a existé, ça m'a fait du mal, il n'avait pas le droit ». Je n'y suis pour rien. Et tout ce travail-là, en fait, nécessairement, il faut à un moment donné qu'on accepte ce qu'on a vécu, qu'on accepte qu'on a été une victime. Ça, c'est pas facile. Mais c'est la première étape, parce que si on n'accepte pas la réalité de ce qui nous est arrivé, et ben en fait, ça nous ronge de l'intérieur et on peut pas se reconstruire correctement. Et la reconstruction passe évidemment
par la parole. Mais quand on voit ces délais qui peuvent être extrêmement longs entre le fait et la prise de conscience du fait pour la justice, et le fait de poser des mots, oui, j'en viens à la justice et au fameux débat qui, de mon point de vue, ne devrait pas avoir lieu sur l'imprescriptibilité de ces faits. Oui. C'est sûr que là, typiquement, le témoignage de Muriel, il est hyper fort. En fait, c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas, parce que plus les violences sexuelles ont lieu tôt, plus ce genre de choses aussi arrivent. Parce que le cerveau va occulter... Oui, parce qu'en plus, les jeunes cerveaux, ils comprennent pas forcément ce qui arrive pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être jamais vu, typiquement, jamais vu un pénis. Ils savent pas ce que c'est ce qui est sexuel, pas sexuel, ce qui est de la violence. Enfin, tout ça, donc c'est tellement... pour eux, c'est tellement hors norme, extra hors norme, qu'ils ne savent pas comment le comprendre. Le cerveau n'arrive pas à le comprendre et ça fait des dégâts gigantesques. Les violences sexuelles sur les enfants, c'est pour ça que c'est un crime qui est d'une gravité sans nom, parce que ça vient abîmer des personnes qui sont toutes petites, donc qui sont vraiment en plein développement. Et ça peut vraiment altérer des choses pour toute leur vie. Donc, c'est vraiment commettre ce genre de crime contre des enfants, c'est une atteinte à leur humanité qui est... Et des statistiques, on terminera là, des statistiques ont été réalisées également auprès de pédopsychiatres et de psychiatres qui ont attesté que justement les violences dans l'enfance génèrent, dans plusieurs cas précis, des adultes violents qui reportent sur leur compagne, sur leurs compagnons. Alors, à nouveau, moi je suis une adulte de la reconstruction, donc c'est heureusement... c'est pas parce qu'on a été victime qu'on est condamné à devenir soi-même agresseur. C'est pour ça que j'ai dit dans certains cas. Ça reste des choix quand même, à un moment donné, aussi de pouvoir à nouveau ouvrir les yeux, se dire « Ouh là là, j'ai un comportement qui va pas du tout. Je vais chez le psy. » Et en allant chez le psy... Voilà. En gros, c'est comme pour tout, parce que si vous reproduisez, à un moment, si vous conscientisez, on peut soigner. On le sait aujourd'hui. Donc, si on ne se met pas les mains dans le cambouis, effectivement, on va reproduire. Mais d'ailleurs, c'est un peu à l'image de la société, en quelque sorte. Si on ne se met pas quand même à se regarder dans un miroir, à se dire qu'en fait, jusqu'à présent, la société n'a jamais été à la hauteur face aux violences faites aux femmes, face à la domination des hommes sur les femmes, face aux violences faites aux enfants, il faut se regarder dans le miroir collectivement, sociétalement, et se dire, on va arrêter de refaire tout le temps les mêmes bêtises et on va essayer de faire mieux, pour de vrai. On va investir. C'est pour ça que nous, à la Fondation des femmes, on est beaucoup sur cette question de moyens aussi, de moyens financiers. En fait, on n'a jamais mis d'argent sur ce sujet-là. On n'a jamais essayé de changer vraiment les choses, de faire en sorte qu'on ait vraiment une bonne politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, voilà, ça c'est la réalité, il faut la regarder en face. Et après, on peut changer, on peut évoluer et on peut se dire que collectivement, en France, on a envie de faire les choses bien. Et nous, en tout cas, on a envie d'œuvrer dans ce sens-là. Et justement, en 2019, le Grenelle des violences conjugales, beaucoup d'espoir, mais aussi un peu de déception. Est-ce que vous pouvez nous raconter toutes les deux ? Le Grenelle. Attends, le Grenelle. Du coup, septembre 2019, le Grenelle, donc, il est annoncé au courant de l'été, suite à notre mobilisation. Et on est invité. C'était Matignon. On est invité à Matignon, donc il y a beaucoup d'associations qui sont présentes. Et ensuite, il y a des déclinaisons un peu sur tous les territoires. Donc, ça a été quand même quelque chose un élan national notable. Et grâce à tout le travail qu'avait fait Muriel également sur Jacqueline Sauvage, avec le JD dont elle a parlé aussi tout à l'heure, il y a quand même eu un réveil de la population. Le mot féminicide tout d'un coup existe. Les femmes victimes de féminicide ont tout d'un coup un visage, un nom. On les compte, donc elles comptent. Et donc, il y a cette mobilisation-là de la société et de manière assez transversale. Donc, c'est ça qui est très, très, très intéressant aussi. C'est pas l'apanage d'un parti ou d'un autre. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde se regarde un peu merdeux en disant « Bon, ok, c'est vrai qu'on n'a jamais rien fait sur ce sujet et qu'elle tombe un peu comme des mouches tous les 2 jours et demi et que jusqu'à présent, c'est dans la rubrique des chiens écrasés quand même, globalement. » Donc, ok, on va faire mieux. Et là, malheureusement, malgré cet élan quand même public, on sent les gens vraiment touchés par ça. Politiquement, je sais pas, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, parce que ça me dépasse, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire un vrai truc ? Ils ont fait ce Grenelle et tout, donc il y a eu de la communication, il y a eu un élan, ça a été entretenu, mais ils n'ont pas vraiment mis les moyens. C'est-à-dire quand il y a eu les attentats,
On a dit il faut déradicaliser. Ils ont mis 1 milliard sur la déradicalisation. Pas pour les violences faites aux femmes. Il n'y a pas eu ça. Ça serait bien. Voilà. C'est ce qu'on demande. Donc, ce serait bien, oui, ce serait bien. Ce serait un minimum. Pour que des femmes restent en vie, c'est pas échappé, franchement. Vous allez de nouveau faire cause commune auprès des ministères dans le champ politique ? En tout cas, c'est sûr qu'on va continuer à se mobiliser. C'est les 10 ans de la Fondation des femmes. On a montré ce qu'on arrivait à faire en 10 ans. Moi, je pense qu'on va continuer à grandir avec la Fondation des femmes. Et j'espère que Muriel continuera avec Anne, d'ailleurs, parce que la compagne de Muriel est aussi hyper impliquée et aussi à nos côtés. Là, ça, c'est évident. Elles seront là toutes les deux, ne serait-ce que pour le gala de la Fondation des femmes, etc. Et dans les revendications, nous, il y a un minima là, c'est sûr, cette grande loi contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Il faut vraiment, avant justement la fin de ce quinquennat et de cette législature, elle est déposée, c'est-à-dire qu'elle existe. Il y a des 110 parlementaires ensemble, qui ont fait un travail, qui ont transformé nos mesures d'association en un texte qui a été déposé à l'Assemblée nationale le 25 novembre. Il faut maintenant que le gouvernement dise « OK » pour qu'on en débatte. Juste ça. Juste un débat, s'il vous plaît. On veut juste... Et donc, pour le moment, on n'a pas le temps. Donc, il n'y a pas le temps dans l'agenda parlementaire pour parler des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Il n'y a pas le temps de l'urgence. Il n'y a pas le temps de l'urgence. Donc, on fait passer plein d'autres trucs avant qui sont sûrement très importants. Mais enfin bon, là, on parle d'un sujet qui est quand même majeur. On le voit d'ailleurs là à Paris, entre le périscolaire, du public, du privé, le nombre... Enfin, la situation en France est quand même hallucinante. Nous, on a tout ce qu'il faut pour une amélioration significative. Les gens sont prêts aussi, la population. Nous, quand on fait les sondages au sein de la population, la cause des femmes et la cause des enfants, c'est les 2 causes numéro 1 de France. Ça, les gens, l'endroit où les gens se retrouvent le plus, c'est violence faite aux femmes, violence faite aux enfants. Ils sont tous d'accord. Ça passe avant toutes les autres grandes causes. Donc, pourquoi les politiques, par exemple là, alors que le texte est déposé, pourquoi il n'est pas inscrit à l'agenda parlementaire ? Pourquoi on ne peut pas en discuter à l'Assemblée nationale ? C'est fou quand même, non ? On va se faire un petit point de ça. Ouais, on va envoyer les petits textos. Ça fait longtemps qu'on sait pas faire. On va dégainer les textos. Un petit rendez-vous. Toutes les allez. Je crois qu'il faut reformer le duo et je crois qu'on va vous retrouver. Merci beaucoup. Merci à toi, à toutes les deux. Merci pour ce nouveau numéro, ce nouvel épisode du podcast anniversaire de la Fondation des femmes. On va se retrouver le mois prochain aussi. Merci Muriel. Merci à Cécile. Merci.